Salut tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de l'origine des magmas en zone de subduction. Donc, nous allons voir que dans cette zone de subduction on va avoir de nombreuses roches magmatiques dont l'origine et la diversité sont différentes et nombreuses. Nous allons retrouver des couples de roches, gabbro-basalte, diorite andésite, granit rhyolite, donc soit des roches volcaniques, ça veut dire qu'ils ont été émises en surface via une éruption volcanique, ou alors des roches plutoniques, ce sont des roches qui ont cristallisé en profondeur dans le pluton magmatique. Donc pour commencer, on va retrouver des signes d'une subduction, notamment avec la tomographie sismique. Nous voyons bien ici qu'il y a une plaque plongeante qui est plus froide avec des anomalies de vitesse des ondes P et notamment beaucoup de séismes au niveau de la surface de cette zone, de cette lithosphère océanique plongeante. Et on va avoir une plaque chevauchante ici, qui est ici une plaque continentale, avec des anomalies de vitesse positives. Donc d'après cette illustration, nous pouvons donc constater qu'il y a une zone anormalement chaude au-dessus, dans le coin du manteau, au-dessus de la plaque plongeante. Sur cette figure, les magmas sont donc visibles par tomographie sismique. Nous allons avoir des anomalies de température positive au-dessus de la plaque plongeante. Alors, comment s'interprètent ces anomalies de température? Nous allons suivre ici le géotherme au niveau de la zone de subduction, c'est-à-dire que nous avons pris le géotherme depuis la surface de cette zone de subduction et nous sommes allés jusqu'en profondeur, jusqu'à environ 220 km de profondeur. Nous voyons ici que le géotherme en zone de subduction ne va jamais passer le solidus anhydre, c'est-à-dire qu'en temps normal, si ma péridotite n'est pas hydratée, la péridotite ne peut pas fondre. Différemment de ma zone au niveau de la dorsale, où mon géotherme au niveau de la dorsale passait ici ce solidus anhydre, et on avait vu que la péridotite pouvait rentrer en fusion partielle, puisque on allait avoir une forte température à faible pression. Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, sur cette figure où on note une erreur ici, c'est péridotite partiellement fondue en présence d'eau, lorsque notre solidus est hydraté, la zone de fusion va se décaler à plus faible température, ici représentée sur cette illustration vers la gauche. Et on remarque qu'avec un solidus hydraté, nous allons avoir le géotherme de ma zone de subduction, qui va passer ce solidus hydraté. C'est-à-dire que dans toute cette zone-là, nous aurons une fusion partielle possible de la péridotite. Cette fusion partielle de la péridotite en zone de subduction est uniquement possible s'il y a hydratation de la roche. Petite remarque ici, on peut voir une courbe en S, en zigzag, en Z plutôt, où on va avoir une très forte diminution de la température au niveau de notre zone de 120 km de profondeur. Ceci s'explique puisque à 120 km de profondeur, vous voyez que si je fais une coupe verticale ici, à 120 km de profondeur, j'arrive dans ma plaque plongeante qui est anormalement froide. On a une plaque plus froide qui plonge dans une zone qui est normalement un peu plus chaude. Donc ici, pour résumer cette diapo, si vous avez un apport d'eau dans le complexe, on va hydrater la péridotite. Le solidus va se déplacer vers une plus faible température, donc vers la gauche. La péridotite peut donc fondre à plus basse température et notre géotherme recoupe le solidus hydraté, donc la péridotite peut fondre dans cette zone de subduction. Alors,
Une fois que notre magma est formé, et que notre péridotite est partiellement fondue, ces poches de magma vont, par différence de densité, remonter à la surface. Elles peuvent se stocker sous la croûte continentale ou elles peuvent se stocker dans des plutons magmatiques. À l'intérieur de ce magma, nous allons avoir une minéralogie précise et une quantité d'ions très précise. Parmi ces ions, certains vont préférer cristalliser en premier, donc vont préférer rentrer en matière, alors que d'autres préféreront rester dans le liquide. C'est le cas notamment du SiO2, donc de la silice. La silice qui est plutôt présente tardivement dans le liquide magmatique, c'est-à-dire que la silice va vouloir rester dans le magma résiduel. Il va précipiter en dernier. Donc, il va, à mesure que le magma remonte, se passer ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. C'est-à-dire que certains minéraux, les plus pauvres en silice, vont cristalliser en premier. C'est le cas de l'olivine, c'est le cas du pyroxène, qui vont cristalliser en premier à assez forte température. Puis, le magma résiduel va donc s'enrichir, se concentrer en silice, puisque les minéraux pauvres en silice vont se concentrer en fer et magnésium, par exemple, et vont donc, par conséquence, enrichir le magma résiduel en silice. Donc plus on va avancer dans notre cristallisation, plus le magma sera riche en silice. Et plus le magma sera riche en silice, plus les minéraux formés à partir de ce magma seront riches en silice. C'est-à-dire qu'à mesure que le magma remonte, on va avoir une cristallisation qui sera fractionnée. On commencera par des cristallisations de minéraux faibles en silice et on terminera par la cristallisation de minéraux riches en silice, tels que la muscovite, le feldspath potassique, le quartz ou encore la biotite. Nous allons donc, à partir d'un même magma, former des roches avec des minéraux différents en fonction de la température de refroidissement, puisque nous allons avoir soit des roches avec des minéraux jointifs et de type grenu, soit des roches de type microlithique avec des microcristaux noyés dans une pâte de verre. Mais aussi, nous aurons des roches avec, en fonction de leur température de refroidissement et en fonction du magma et de la concentration du magma en silice, nous aurons des roches avec des minéraux plus ou moins riches en silice. Donc soit vous allez avoir des roches formées uniquement d'olivine et de pyroxène, c'est-à-dire la péridotite, soit vous aurez des roches plutôt riches en minéraux riches en silice, type granit ou rhyolite. Nous venons de voir que pour se former, le magma était issu d'une péridotite partiellement fondue dans cette zone de subduction. Mais nous venons de voir que pour pouvoir fondre, cette péridotite devait être hydratée, sinon notre géotherme ne recoupait pas le solidus de la péridotite. Nous allons donc maintenant essayer de comprendre d'où vient cette eau présente dans le coin du manteau. On va commencer avec ces domaines de stabilité de l'assemblage minéralogique. On l'a déjà vu dans le chapitre avec la fusion et la formation des magmas au niveau de la zone des dorsales. Nous allons retrouver ceci ici, c'est-à-dire qu'au niveau de la dorsale, on va avoir une péridotite partiellement fondue et on va avoir un métamorphisme à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale et à mesure que les températures diminuent, accompagné, on l'avait vu, d'une hydratation de notre lithosphère océanique par hydrothermalisme.
Nous, on va se concentrer dans ce chapitre sur cette zone-là, c'est-à-dire que notre lithosphère océanique, nous avons vu qu'elle allait plonger sous la lithosphère continentale en zone de subduction. C'est-à-dire qu'on va garder une température qui est à peu près similaire, puisque c'est un phénomène rapide à l'échelle géologique, mais on va augmenter en pression. Nous allons donc avoir un changement de stabilité dans nos assemblages minéralogiques, puisqu'on va augmenter assez fortement la pression sans forcément changer de température. Il va donc y avoir dans cette zone de subduction un nouveau métamorphisme. Donc on peut résumer ici que les roches formées à la dorsale subissent un métamorphisme à mesure qu'elles s'éloignent de la dorsale, mais aussi lorsqu'elles vont rentrer en subduction. Quelques exemples de métamorphisme. Dans cette première zone, on l'a vu dans notre chapitre sur la dorsale, plagioclase plus le pyroxène plus de l'eau qui arrivait via l'hydrothermalisme nous donnait de la hornblende et on rentrait dans le domaine des amphibolites. Nous avions vu également que le plagioclase pouvait réagir avec la hornblende et l'eau pour donner de l'actinite et de la chlorite. On avait dit que c'était des minéraux très hydratés qu'on retrouvait dans le domaine des schistes verts. Par contre, si nous gardons la même température mais que nous augmentons en pression, nous voyons que le plagioclase, la chlorite et l'actinite peuvent agir, interagir, rentrer en réaction pour donner du glaucophane plus de l'eau. Ici, pour passer du domaine des schistes bleus au domaine des éclogites, le plagioclase va réagir avec le glaucophane pour donner du grenat, de l'omphacite et de l'eau. Remarquons ici que dans nos deux premiers domaines, l'eau est utilisée pour nos réactions chimiques et donner de nouveaux minéraux, alors que dans le domaine 3 et 4, donc dans le métamorphisme de subduction, l'eau n'entre plus dans la réaction chimique pour créer de nouveaux minéraux, mais l'eau est rejetée à l'issue de ces réactions chimiques. Cela veut donc dire ici, on a déjà une première piste, notre métamorphisme en zone de subduction va donc libérer de l'eau. On va aller vérifier ça. Donc les roches formées à la dorsale subissent un métamorphisme, ça on l'a vu. Nous passons du domaine des schistes verts au domaine des schistes bleus et ensuite des schistes bleus, nous passons dans le faciès des éclogites. Nous sommes en géologie, nous allons donc observer ce qu'on retrouve sur le terrain, c'est-à-dire les roches, quels minéraux. On va aller voir un métagabbro du faciès des schistes bleus et un métagabbro du faciès des éclogites. Quels minéraux retrouvons-nous à l'intérieur? Mais c'est comme nous l'avons vu auparavant, on retrouve du glaucophane, typique par sa couleur bleutée, alors que dans mon éclogite, dans mon métagabbro du faciès éclogite, nous allons retrouver de l'omphacite et des grenats. Les grenats peuvent apparaître de couleur soit rouge, soit plutôt violacée, directement en macroscopie sur votre roche. Nous allons essayer d'aller observer ces minéraux, non pas à l'œil nu, non pas au microscope, mais sous forme atomique. Donc sur ce logiciel, nous pouvons voir la constitution atomique de certains minéraux. Donc ici, j'ai pris le premier minéral, l'actinite. Actinite que nous retrouvons dans le domaine, dans le faciès des schistes verts. Nous remarquons ici que ce minéral est constitué de magnésium, de calcium, de silice, mais surtout d'eau. Nous pouvons voir ici des atomes d'hydrogène, d'oxygène, hydrogène, oxygène. Donc on a pas mal d'atomes et de molécules d'eau dans la constitution de notre actinite. Passons maintenant
au domaine des schistes bleus, donc on va un peu plus en profondeur, on va plus loin dans notre métamorphisme. Si j'observe mon minéral, je retrouve là encore des hydroxydes, oxygène, hydrogène, oxygène, hydrogène, mais quantitativement, je retrouve un peu moins d'eau, un peu moins d'hydroxyde. Si je passe maintenant à l'observation d'un grenat, prenons l'exemple d'un grenat pyrote, déjà nous pouvons voir que ce minéral est réorganisé, il est beaucoup plus cubique, beaucoup plus tassé, ça veut dire qu'on a subi une plus forte pression. Et surtout, si je regarde ici les atomes qui constituent mon minéral du grenat, je ne retrouve aucun atome d'hydrogène. Ça veut dire que mon minéral ici n'est plus hydroxylé, ça veut dire que ma roche a été déshydratée. Revenons donc dans notre domaine de stabilité ici avec nos faciès. Quand je suis dans mon faciès schiste vert, je retrouve de l'actinote, un minéral qui est très hydraté. Quand je passe au faciès des schistes bleus, je retrouve un minéral glaucophane qui est légèrement hydraté, mais beaucoup moins hydraté que mon schiste vert, dans la mesure où j'ai moins de minéraux hydroxylés. Et quand je passe au faciès des éclogites ici, je me retrouve avec omphacite et grenat, de minéraux qui sont complètement déshydratés. Ça veut donc dire qu'à mesure que ma lithosphère océanique plonge sous ma lithosphère continentale, je vais avoir déshydratation de ma lithosphère océanique et cette eau va devoir passer quelque part. Si je regarde ce schéma-là, je peux en conclure que ma croûte océanique ici, le faciès schiste vert, très hydraté, va perdre à mesure qu'elle plonge et qu'elle rentre en subduction, va perdre de l'eau. Et cette eau, par capillarité, va remonter dans le manteau au-dessus de cette plaque plongeante, c'est-à-dire dans le manteau de la lithosphère continentale. Ça veut dire que toute cette zone du coin du manteau ici sera hydratée. Ma péridotite sera hydratée. Et plus je plonge en subduction, plus les minéraux que je retrouverai dans ma croûte océanique ici seront pauvres en eau. Exemple, avec le grenat. Donc pour conclure, nous pouvons dire qu'en s'enfonçant, la lithosphère océanique se réchauffe lentement et va subir une augmentation de pression. Cette augmentation de pression et cette légère augmentation de température va déstabiliser les minéraux, on va avoir un changement de faciès. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme. On va avoir un changement minéralogique et chimique de la roche sans forcément faire fondre ma roche, on va donc avoir un métamorphisme. On crée de nouveaux minéraux avec des caractéristiques du faciès schiste bleu et ensuite du faciès éclogite. Les nouveaux minéraux sont peu ou pas hydratés, il y a donc une déshydratation de ma croûte océanique plongeante. Cette eau va remonter par capillarité au niveau de ma péridotite, de la plaque chevauchante, cette plaque ici qui est continentale dans cet exemple. Nous allons pouvoir avoir une fusion partielle. En conclusion globale, les magmas de notre zone de subduction sont issus de la fusion partielle du coin du manteau situé sous la plaque chevauchante, donc c'est cette zone-là. Ils peuvent s'exprimer en surface avec des roches magmatiques volcaniques, c'est-à-dire qu'il y a du volcanisme, ou peuvent cristalliser en profondeur sous forme de massifs plutoniques et former des roches plutoniques ici. Ils peuvent subir des modifications lors de leur ascension, une cristallisation fractionnée, grâce à un enrichissement de notre magma en silice, ce qui explique la diversité des roches. La fusion partielle des péridotites est favorisée par l'hydratation du coin du manteau.
J'espère que cette vidéo vous a aidé pour comprendre comment un magma se forme dans les zones de subduction et pourquoi, en fonction de ce magma, nous aurons des roches si différentes aussi bien dans sa minéralogie que dans sa texture. Lors de la prochaine vidéo, nous irons comprendre comment ce mécanisme de subduction peut avoir lieu. En gros, comment s'effectue la plongée de ma lithosphère océanique sous ma plaque, sous ma lithosphère continentale. À bientôt!